Bonus. Trax. Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheat Pitch, le spin-off de l'art de l'incident. Le concept du podcast ne change pas, je vais y piocher 3 mots au hasard et nous allons essayer d'en faire un pitch d'histoire. Pour m'accompagner dans ce remue-ménage, j'accueille Renaud. Comment ça va Renaud ? Ça va bien. Et toi David ? Ça va, tranquille. Et j'accueille aussi Thibaut. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est court, c'est bien, c'est clair, court, c'est concis. J'ai l'impression que vous cherchiez absolument à montrer que vous alliez bien, alors que moi j'ai l'image et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Donc je voulais faire le plus court et le plus vraiment. Pourquoi tu révèles la vérité Pourquoi tu révèles que là je suis en train de l'envers pleurer du décor, et tout, Mais c'est parce que c'est la vérité qui intéresse les gens et qui fait qu'ils vont cliquer sur ce podcast, tu vois. Et ils vont sentir cette authenticité et ils vont vouloir l'emmener dans leurs oreilles. Eh ben tiens, en parlant d'authenticité, ça m'amène très bien à ma question. Pour une fois, c'est presque une transition naturelle. C'est quel est votre premier souvenir d'histoire qui vous a marqué ? Est-ce que vous avez un moment Moi, je sais que j'en ai un, c'est pour ça que j'amène la question, mais est-ce que vous vous souvenez d'un moment, une histoire qui vous a vraiment transporté ? Renaud ? Ouais, alors je vais en dire deux juste parce que juste avant, hors antenne, on a parlé de Tintin. Et il y a un moment dans Tintin qui m'a marqué beaucoup quand j'étais petit, justement dans Objectif Lune. Il y a un personnage en fait un antagoniste qui se suicide pour que la mission se termine bien et il laisse une lettre. Et je pense que c'est la première fois enfant que j'étais confronté à un truc aussi adulte et j'ai juste pas compris ce que je lisais. Donc il y a ça et l'autre, je le cite parce que en fait j'ai un fichier Drive que j'ai mis des années à remplir sur lequel il y a tous les films que j'ai vus par année de sortie. C'est-à-dire que vraiment ça commence du début du cinéma jusqu'à aujourd'hui et je le remplis rigoureusement et j'ai passé des années à retracer tous les trucs que j'ai pu voir gamin et tout. Et il y a quelques trucs qui me manquent parce que j'ai jamais réussi à retrouver. Et il y en a un justement qui je pense était un téléfilm random assez mauvais mais que j'ai vu à la télé parce que ma mère le regardait, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et 2 enfants en gros français se retrouvaient avec un soldat allemand qui en gros changeait de camp pendant l'histoire. Et à la fin, en les sauvant, en fait, à un moment, il allait dans une église, sachant qu'il y avait des soldats, et il leur disait partez par là. Et en fait, il mourait. Et je me souviens en fait que c'est la première fois que j'ai pleuré devant une fiction, parce que je comprenais pas. En fait, j'ai compris son arc narratif. Il a fait quelque chose de positif et tout, et pourtant à la fin, il meurt. Et je trouvais ça tellement injuste que je comprenais pas en fait ce que j'étais en train de ressentir. Et j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, ni de si c'est un film ou un téléfilm, si c'est français, si c'est allemand, je sais pas. Et donc je l'ai pas sur ma liste des films que j'ai vus. Mais voilà, c'est le premier moment que j'ai vraiment pleuré devant de la fiction. Et pas le dernier, c'est ça que franchement pas le dernier. Et toi Thibaut ? Franchement, c'est super dur. J'ai essayé de replonger dans mes souvenirs parce que le premier truc auquel j'ai pensé et dont je vais devoir parler, c'est forcément Star Wars. Et c'est horrible parce que le mec est tout le temps on-brand. J'ai l'impression de ne parler que de ça, même au moment où j'ai l'impression enfin de me purger de l'influence de Star Wars sur moi. Non, ça me rattrape toujours avec les questions de David. Mais avant de parler de ça, en fait, j'ai essayé un peu de faire à la manière peut-être de ce que faisait Renaud, c'est-à-dire remonter pas les années du cinéma mais mes années à moi et de me dire ok, qu'est-ce que je regardais, à quel moment, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu, etc. Et du coup il y a des trucs qui me sont venus en tête, genre Le Roi Lion par exemple, où ça m'a un peu traumatisé. J'ai souvenir aussi que je sais pas si c'est la mort, en fait je me souviens même plus exactement de ce qui se passe, mais je me souviens d'être ému par Power Rangers les mecs. Ouais. Parce que quand j'étais petit, je regardais Power Rangers et j'étais vraiment, c'est un des premiers trucs qui m'a vraiment matrixé le cerveau au point où c'était maladif. Et en fait, le mercredi, j'étais gardé par une nounou et il y avait des épisodes. Et en fait, c'était au moment où il fallait sortir au parc et j'étais ce genre de gamin qui était déjà un junkie et qui voulait pas sortir au parc avec les autres parce que c'était au moment où le nouvel épisode tombait. D'ailleurs, je pense que c'était sans doute publié dans n'importe quel ordre, un peu comme dans les années 90, quoi. Et je me souviens que je crois qu'il y a un ranger qui meurt ou un truc comme ça, ou c'est le retour du ranger vert qui est devenu le ranger blanc ou un truc. Et j'étais à donf. J'étais vraiment à donf. Et il y a plein de petits souvenirs de trucs que j'ai lus, des BD, des trucs qui m'ont traumatisé, etc. Il y avait un thread Twitter à l'époque où c'était bien. Tu sais, les gens disaient qu'est-ce qui vous a traumatisé, gosse, et tu retrouvais un peu les mêmes trucs, des mêmes. En fait, tu voyais les générations. Qu'est-ce qu'on leur avait confié comme bouquin et comme film à tel moment. Et qu'est-ce qui les avait traumatisés? On en avait beaucoup en commun. Mais en fait, je suis obligé de parler
de Star Wars, parce que ça c'est vraiment le premier truc où il y a des, entre guillemets, des vrais acteurs dedans, et c'était au cinéma, parce que mon père il m'a emmené voir l'édition spéciale. Donc on était en 97, donc j'avais 97 et 98, donc j'avais 6 et 8 ans. Je sais pas comment ni pourquoi. Je me souviens m'être endormi pendant une partie du Retour du Jedi, et je me souviens me réveiller au milieu de la bataille spatiale, tu vois, genre vraiment je me suis assoupi, je luttais pour pas dormir. Et en fait après, bah, tout le truc avec Luke et son père, enfin en fait ça m'a, je me rends pas compte, mais en fait depuis à chaque fois que je revois le Retour du Jedi, je me rends compte à quel point ça m'a bousillé a posteriori, tu vois. Et je trouve que c'est toujours super beau. Et par ailleurs, bah tout le côté célébration finale de les gentils ont gagné, et genre ça m'a vachement marqué, et ça m'a vachement touché, et c'est forcément le premier truc auquel j'ai pensé. Mais je pense que j'étais quand même un peu bizarre plus petit, parce que rapport à ce truc de Power Rangers, mais aussi par rapport au fait que je crois que j'avais vu, en fait je crois que ma mère m'a dit un jour que je ne comprenais pas que les acteurs c'était pas la réalité, que les films c'était pas la réalité, et qu'en fait j'avais revu je sais pas si c'est DiCaprio ou quoi, dans un autre film où en fait j'avais dû voir passer, tu vois, mes parents regardaient, je sais pas ce qu'ils regardaient, Titanic, je sais pas. Et du coup, j'avais vu un acteur, et j'avais dit mais c'est pas possible, il est mort. Et mes parents avaient un peu halluciné en disant non seulement il a vu que cette scène et il a intégré que cette personne était morte, et il l'a revu dans un autre film et il a bugué. Et voilà. Donc ça s'explique beaucoup de choses, je pense, à mon rapport à la fiction et à la mort en général. C'est terrible. C'est terrible. Je me révèle dans ce podcast. Attends, mais t'imagines, t'aurais grandi à l'époque du métaverse. T'aurais pété ton crâne hein, sur la fiction. T'aurais bugué. Bah, je sais pas, ouais. Ou alors, en fait, ça aurait été complètement banal. Je cite souvent cette anecdote de la cousine de ma chérie à qui j'ai fait découvrir Matrix quand elle était plus jeune, et qui a juste pas du tout été frappée par les choses qui m'ont frappé. Elle était un peu en avance sur son temps, mais effectivement, elle a dit, bah, en fait, avoir un double numérique, on a tous ça, et je pense qu'elle avait peut-être 14 ou 15 ans à l'époque, peut-être 13. Et du coup, je me disais, ah ouais. Parce que moi, à l'époque, je me suis dit, oh, t'imagines un futur où on a des doubles numériques et les gens savent pas qui on est et on peut faire ce qu'on veut. Et elle était en mode, bah ouais, j'ai un compte Instagram, et c'est pas vraiment ma vraie vie, tu vois. Et j'étais en mode, ok, bon, c'est terminé en fait, on ne peut plus toucher les gens. Non, je veux pas faire mon vieux con, mais forcément, en fait, ça te prouve aussi que ce rapport-là, enfin, tu n'es pas forcément ému par les mêmes choses en fonction de la réalité qui est la tienne, quoi. Ouais. Il y a des trucs assez universels, et je pense que la mort du papa dans Le Roi Lion, par exemple, tout le monde est traumatisé, quoi. Alors moi, j'en ai deux. Il y en a un auquel j'avais pas pensé. Mais c'est parce que Thibaut a parlé de Power Rangers. Et moi, je me souviens, j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans. Il diffusait Ultraman ou Spectreman, je sais plus comment ça s'appelait. Et les monstres me faisaient mourir de peur. Et je me cachais derrière les canapés. Et je levais les yeux avec une espèce de fascination absolue pour ces monstres. Et j'allais me cacher juste derrière. Et je faisais ça pendant tout l'épisode. Et donc ça créait une espèce d'émotion hyper contradictoire entre le désir de voir ce monstre et le fait que ça m'effrayait totalement. Bah ouais, normal. Et autrement, non, l'anecdote que je voulais parler, c'était en CM2. Ma maîtresse lisait le matin, c'était le samedi matin, des histoires. Et je me souviens avoir été complètement bouleversé par l'histoire d'Icare et de Dédale. Et pourquoi à ce moment-là, alors que elle nous avait déjà lu plein de fois d'autres histoires, mais pourquoi cette histoire à ce moment-là dans mon propre parcours? Mais je me souviens avoir été complètement sorti de classe, avoir complètement vécu l'histoire qu'elle me lisait, et d'avoir compris chacun des personnages, d'avoir compris les enjeux, de me dire ah oui tiens je comprends pourquoi Dédale dit à son fils de ne pas voler près du soleil, pourquoi Icare a envie de voler près du soleil, et j'ai été transporté, et je sais qu'aujourd'hui cette émotion-là, quand j'écris une histoire, elle est toujours là en fond en me disant si j'arrive à créer ça chez quelqu'un, je serai hyper ravi. À la hauteur des plus grands, sans pression, David. Ouais, mais je sais maintenant, adulte, qu'en vérité, c'est aussi hyper conjoncturel, que tu peux pas. C'est pourquoi ça a résonné en moi à ce moment-là. Peut-être que si on me l'avait raconté la semaine d'avant, jamais j'aurais été pris dedans. Ou beaucoup moins. Parce que, bon, j'aimais la mythologie grecque et tout ça, donc ça allait forcément me plaire. Mais pourquoi à ce moment-là, je connais pas, je me souviens plus du contexte exact, personnel,
qui m'ont amené à ce moment-là. Mais ouais, non, je me souviens que ça a été... ça m'a dévasté, quoi. Bref, on va passer aux 3 mots du jour, qui sont, je secoue le petit pot, musique, ok, intéressant, abîme, waouh, et romance. Nice. Let's fucking go. Ok. Et ben, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ok. Alors, Hop. ouais. Je peux sortir le scénario signé si vous voulez, je l'ai à côté. Allez, le mec flex. Le mec flex. Carrément. Ouais. Ok, trop bien. Ok. Musique et romance, tu te dis, Ça- c'est ça va bien facile, ensemble, ça ouais. peut être Once, par exemple. Bien sûr, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, effectivement. À voir d'ailleurs, hein, si personne n'a vu ce film, faudra vraiment le voir. Et écoutez Spoil Season en règle générale. Bref. Mais Abîme, pourquoi Abîme? C'est vraiment l'abîme. Tu l'as écrit comme l'abîme des abîmes et pas l'abîme de la mise en abîme. Je pense qu'on peut prendre comme on veut. Hein. Ok. Parce qu'on peut très bien interpréter, on peut très bien ne pas faire. On pourrait très bien prendre musique comme comédie musicale, Oui, comme oui. l'histoire d'un musicien, tu vois, sans Ouais, forcément qu'on ait de la Mhm. musique. vrai Romance, que- c'est le plus simple. Ouais, Est-ce qu'on moi, va ouais. tergiverser sur romance? Ça peut être une romance avec la musique. Tu vois. Oui, mais ça c'est le plus. Enfin, pour moi, c'est là en fait où je suis embêté, c'est que romance et musique, c'est 95% des trucs que j'écris, tu vois. Donc c'est le champ des possibles est hyper large. Donc effectivement, c'est plus l'abîme qui m'intrigue là tout de suite, parce qu'il peut y avoir effectivement ramener du fantastique là-dedans. Alors forcément, t'as dit la forme de l'eau, mais je pensais à quelque chose de beaucoup moins. Je sais pas, de beaucoup moins romain. L'abîme, il fait chier un peu, non? Non, mais j'aime bien du coup. Non, parce que je trouve que c'est hyper évocateur en fait visuellement. Ça peut être, ça peut amener quelque chose de un peu de soit de post-apo, soit de effectivement de mythologique, soit de complètement fantastique, d'une dimension. Moi, je vois quelque chose d'assez horrifique en fait là-dedans. Après, c'est peut-être le métalleux qui parle de manière stupide, mais du coup, en fait, ça aurait pu être une romance dans un monde musical qui met en scène l'abîme et les trucs un peu chelous, graves et glauques que serait, par exemple, le genre du métal au sens très large. Ouais. Je me faisais la réflexion il y a pas longtemps parce que j'ai vu Green Room où on parle du punk et du hardcore, et en fait je me suis dit en fait il n'y a pas beaucoup de films récents qui en fait sont dans cet environnement là, ou alors dans des versions vraiment un peu parodiques du truc. J'ai perdu le film où il y a Tom Cruise en star du glam rock là, Oui, par exemple. mais c'est pas une parodie, c'est une comédie musicale, mais le film est relativement sérieux et la comédie musicale scénique est assez mais réussie. la représentation du genre me paraît un peu parodique. Enfin, j'entends que Ouais. c'est très sérieux, mais Mais un peu caricatural. C'est parodique, c'est pas le terme. Non, mais là où je te rejoins, c'est plus sur le métal, effectivement, où il y a quelques comédies de temps en temps, mais où quand c'est traité, il n'y a pas vraiment de film où c'est traité de sérieusement. Et en même temps, est-ce que c'est possible de le prendre sérieusement quand la majorité du power ou du speed, des trucs, enfin juste les visuels et les noms de morceaux, t'as envie de pleurer de rire. Et en même temps, j'aime beaucoup ça aussi. C'est hein. J'aime beaucoup ça aussi, mais tu vois, genre Tenacious D, ils prennent vraiment le truc pour ce que c'est, quoi. Mais carrément, en vrai, moi je suis grave chaud pour vas-y, on fait une romance qui se passe dans le monde du métal, une comédie musicale avec du growl, ça existe pas, je crois. Vas-y, hein. Ça serait incroyable, surtout si tu arrives à avoir est-ce que l'abîme ça peut être aussi dans ce truc de genre spoiler assez mineur pour ceux qui n'ont pas vu le dernier film de Ryan Coogler, mais Non. Du coup Attention, ouais, vas-y. Non, je n'en veux pas. Non, mais pour le coup, c'est juste l'idée que du coup, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le film. Je vais reformuler. Mais peut-être que la musique dans notre film te permet de percer l'abîme, c'est-à-dire au-delà du côté l'abîme égale noir égale métal. Ça peut être un truc. Tu peux aller comme David avait l'air de le suggérer, c'est-à-dire tu peux aller chercher quelqu'un qui est enfermé de l'autre côté. Ouais, cet abîme. C'est The Crow, quoi. Mais c'est ça que je me suis dit, c'est que j'ai pas vu le remake, mais en fait je me suis dit, genre vraiment The Crow, ils ont essayé d'en faire un truc, d'après ce que j'ai vu en visuellement, un peu plus hip-hop, etc.
Et il y a plein de genres de trap ou de drill qui commencent à lorgner du côté métal, emo, etc. Mais du coup, ils l'ont pas fait jusqu'au bout. Et du coup, je trouve ça vraiment pété que les deux genres musicaux les plus populaires de l'histoire soient très mal représentés par ce reboot de The Crow, qui aurait pu être complètement soit un truc ultra métal, soit un truc ultra hip-hop, mais quitte à être réinventé un peu visuellement. Et je me suis dit, si un jour j'avais une illimitée, je ferais un film avec une esthétique métal, mais pour le coup très peut-être très premier degré, respectueux mais premier degré, tu vois. Alors, Après, le speed, le trash, les trucs un peu à l'ancienne, c'est moins mon délire. Je suis plus dans les trucs d'après, Ouais. les trucs plus modernes. alors parce que du coup, tu parles de très sérieux. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui va un peu plus vers le caricatural, mais en même temps pas forcément, parce que je pense que ça peut être traité sérieusement, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Mais moi, j'imagine quelqu'un aller chercher des troglodytes, vraiment genre dans les abîmes, pour les ramener pour faire des chanteurs de métal. Les troglodytes, pourquoi les troglodytes? Bah, juste en gros en gros, genre tu trouves des gens qui ont vécu en autarcie, qui ne connaissent pas la civilisation actuelle et qui s'expriment par Ok. des bruits bizarres et quelqu'un les hurlements. ouais, c'est ça et quelqu'un tombe dessus Ouais. par hasard, genre bah vas-y, je suis producteur, tu vas devenir le chanteur de mon groupe de métal et ça va cartonner. Et voilà. Et du coup, il leur met des masques pour pas qu'on voit que ça soit des Non. gens bizarres. Non, mais du coup, t'as une romance. Après, ça permet d'avoir une romance entre quelqu'un de civilisé, quelqu'un de sauvage, mais c'est très très classique. Mais c'est un peu rigolo. Mais pour le coup, c'est pas du tout sérieux. C'est vraiment. C'est vrai que tu m'as intrigué là. David, t'en penses quoi? Oui, on pourrait utiliser le mythe de l'Agartha, ou c'est dans quelle histoire où il y a cette peuplade qui vit sous terre, un classique de la littérature fantastique, H.G. Wells peut-être, je me rappelle plus. Ah, bref, je vais passer trop de temps à réfléchir à me Genre la souvenir de Terre ce nom. creuse et Donc, tout. Genre on peut Ouais. aller vers des trucs. Ouais, mais on va aller vers des trucs de Terre creuse. C'est ultra stylé la Terre creuse. C'est un mec qui a un groupe et il s'est fait têche de son groupe et il veut remonter un groupe et il découvre ça, il se met en quête d'un peuple disparu qui pourrait, selon lui, faire le métal le plus pur, le plus qui serait pas commercial ou regardé par je ne sais quoi. Et ça permet même de découvrir Pas mal. potentiellement que genre en gros genre c'est quoi les origines du métal. Et en vrai, bon, ça vient du classique et tout. Mais imagine, en fait, le métal, depuis le début, c'est quelque chose de, justement, d'ancestral et que c'est la musique traditionnelle des peuples de la Terre creuse. Et que parfois, c'est arrivé jusqu'à nous, tu vois, par certaines strates. Je suis parti très loin. C'est trop bien. Là, moi, ça fait- j'adore. Je commence à vibrer, là. Ouais, Continue, ne t'arrête pas. Non, mais vraiment, voilà, les musiques folkloriques de la Terre creuse, en fait, c'est du métal et le type découvre, en fait, putain, mais ma culture, elle vient de là, quoi, et personne ne le sait. Depuis Ouais. tout ce temps, le métal, c'était dans nos origines, c'était quelque chose de ancré dans notre ADN et on le savait pas. Ah oui, les Franchement, premiers c'est Néandertaliens, c'est-à-dire qu'à l'époque de la préhistoire, il y a deux espèces humaines qui ont cohabité, les sapiens et les Néandertaliens. Tout à fait. Donc ça serait ces Néandertaliens qui seraient partis avec leur guitare sous terre. Et C'est ça. Et du coup, ça s'appellerait Lucy in the Ground with Rocks. Pas mal. Mais du coup, c'est vraiment une romance entre cette personne qui trouve ce peuple et quelqu'un de ce peuple. Peut-être, je sais pas. Pour le côté, le côté Pocahontas du truc, mais. Le côté loufoque. Ouais. ok. Ouais, je sais pas, je trouve ça marrant, je trouve ça intriguant. Pour aller contre le cliché, il faut que ce soit une chanteuse de métal. Ok. Ouais. Et du coup, Genre Lucie, quoi. elle tombe amoureuse d'un barbu. Ouais, voilà. Non, mais on joue carrément presque le cinéma français. C'est-à-dire que c'est un gars qui est pas du tout dans le délire, quoi. Le jeune bourgeois parisien, tu vois. C'est qui vient de culture classique. Attends, du coup, qui descendrait. Ah oui, ok. Ouais. Non, elle qui montrait, tu vois. Ah oui. Ah ouais, bon, moi je pensais vraiment là. Genre en mode. Ah oui, on le découvre côté, un autre monde et on va dans la Terre creuse, quoi. Enfin, après, je sais pas à combien de temps. Ah oui, moi je sais plus. Ouais, j'avoue que j'étais plus dans cette idée-là. Ok, un peu comme dans les. Il y a beaucoup, ça marche beaucoup dans les mangas et tout ça, le fait de switcher, t'es dans ton propre monde et tu switches dans un autre monde. Ouais, c'est Ok. un peu. Alors, c'est pas un isekai dans le sens où tu switches comme ça, mais dans le sens où effectivement tu explores un autre monde, t'es vraiment explorateur, peut-être par accident, hein, et potentiellement ressortir un moment ou pas. Est-ce que la personne bascule complètement? Je sais pas. Mais j'aime bien ce que tu dis sur le personnage, et c'est vrai que
Ouais, creuser effectivement une fille, potentiellement voir à quel rapport elle a à ça. Tous les deux, vous avez parlé juste avant dans l'émotion de personnages qui avaient des rapports compliqués à leurs parents, que ce soit Icar et son père et Luke et son père. On peut avoir un truc autour de ça aussi qui se projette de manière assez intéressante. Et j'aime bien aussi du coup par rapport à ce que tu disais, genre sur un mec super barbu, genre bien, genre vraiment un peu le cliché de la version ultime du métalleux, sauf que comme ça fait longtemps, giga chat du métal. c'est ça, le giga chat du métal, sauf que comme la terre creuse, en tout cas sous les abîmes, l'abîme dans les peuplades en fait sont éloignés de nous, on va dire c'est les Néandertaliens ou les sapiens. Nous on est les sapiens. Et eux, c'est Ouais. donc on va dire les néandermétaliens sous la terre sont n'ont pas du tout les mêmes codes. Et du coup, lui, physiquement, effectivement, il a vraiment trop la dégaine du méga métalleux. Quand il fait du métal, ça ressemble à ça. Mais sinon, il est pas du tout dans les trucs, dans les attendus, dans les clichés, les stéréotypes qu'on a du giga Chad métalleux. Ah oui, il pourrait avoir l'apparence du métalleux, mais il aime pas la bière, il est assez propre sur lui. Bah, par exemple, tu vois, genre les métalleux en dessous, genre effectivement, genre ils font du métal, mais ils boivent tous de la tisane, tu vois. C'est un genre hyper sérieux, Ouais. genre presque. Ouais, c'est religieux. Ouais, carrément. Ouais, c'est leur religieux, c'est leur classique. Ouais, c'est ça, c'est leur classique. C'est les mecs sophistiqués. C'est genre lui, Okay, c'est genre les mecs rock'n'roll. lui il commence à faire de la folk et t'as genre sa famille qui est là genre mais c'est affreux ce que tu fais. C'est gênant. C'est quoi. honteux. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelle honte. Ouais, ça me fait penser pourrait être vachement pas mal, au la dessin version animé Trolls. Ouais, oui. Ah, je l'ai pas vu. Le 2 est Toujours des incroyable. dégaines de métalleux. Hein, le 2 est incroyable. Le 2 parle de métal justement. Pour un film qui parle de métal, ouais, carrément. Donnez-moi vos références de films qui parlent de métal en commentaire si je les ai pas vus. Mais ok, cool. Alors attends. Et ouais, vas-y, récapitule. Je récapitule. C'est un gars Fais donc. barbu qui, on ne sait pas d'où il vient, qu'importe, hein. Bref, c'est terrestre qui, on ne sait par quelle raison, tombe dans une abîme, se retrouve dans un monde néandertalien et rencontre une femme musicienne de Néandertal qui fait du métal. Moi c'était l'inverse. Moi j'aurais inversé. Ouais. C'est la meuf c'est la meuf qui explore et c'est le mec qu'elle rencontre. Le mec Donc, c'est le métalleux. Ouais. Donc c'est elle qui remonte des abîmes alors. C'est pas Non, lui non. qui passe par les abîmes. Non, le personnage. Non, c'est elle qui passe dans les abîmes pour trouver un Ah d'accord, c'est une métalleuse et donc elle va tomber sur... Ouais. Ah d'accord, donc, ok. Ce qui peut nous permettre justement de parler d'un truc, c'est la féminisation, faut le dire vite, mais du genre, avec plein d'a priori aussi sur ce que ça implique et tous les bails qu'ont pu vivre certaines chanteuses là-dedans. Donc j'imaginerais par exemple très bien une meuf qui est pas forcément virée son groupe ou est jetée parce qu'elle est nulle, mais peut-être parce qu'en fait elle est en mode je suis forcé à partir, on veut pas de moi, et en fait en errant elle tomberait sur ce qui sont ces espèces de j'allais dire de dieux, pas de dieux du métal, mais de détenteurs, de primos arrivants du métal, quoi. Mais si on veut être intéressant en termes d'arc narrative là-dessus, on peut partir sur un truc. Si elle se fait virer, il y a peut-être une raison aussi. Peut-être que justement c'est la personne qui prend le métal beaucoup trop au sérieux, qui est trop intense là-dessus. Genre limite, elle fait ça, en parallèle, elle fait sa thèse sur les origines du genre. Et c'est en faisant ça en fait qu'elle tombe sur des trucs un peu chelous. Elle dit bon ils m'ont dégagé, genre c'est moi, il y a que moi qui sais ce que c'est le vrai métal, et elle part explorer ce truc là et dit c'est bizarre en fait parce que je retrouve des textes, des premières partitions qui semblent dire qu'il y aurait eu des expérimentations musicales qui ressembleraient à un riff de headbang sur un truc qui date du XVIIe siècle dans telle église. Je vais aller explorer, c'est une vieille église désaffectée, puis Metallica ils ont volé tel truc. Ouais, c'est ça, tu vois, et exactement, les Metallica ils ont pompé le truc, et donc elle tomberait dans une grotte, elle essaie de ressortir, puis elle ressort au fond des abîmes dans la terre creuse, et elle découvre les origines du métal en fait, qui est pour le coup là où les gens le prennent encore plus au sérieux qu'elle, ce qui va l'aider peut-être à relativiser sur le rapport qu'elle a à la musique. Ok, l'Indiana Jones du métal, quoi. Ouais. Est-ce que ça marche vraiment s'ils le prennent tous les deux au sérieux? Bah justement. Est-ce qu'il faudrait pas que... Bah justement, lui, s'il est en rupture avec la culture de sa famille, je sais pas. Mais pourquoi le monde, alors au-delà de la blague, pourquoi ce monde serait complètement tourné vers le métal? Il serait presque tourné vers une nouvelle musique. Sauf si ils en ont fait genre une musique religieuse, c'est-à-dire une musique qui serait devenue
totalement intemporel et hyper, Bah, pour moi, ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. hyper En fait, sacralisé, quoi. c'est ça. En fait, c'est de la musique sacrée. C'est la musique sacrée et avec des divinités, pourquoi pas, hein, qui sont encore associées, qui sont peut-être proches ou éloignées des divinités démoniaques qu'on retrouve dans le métal de notre côté. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Et du coup, si elle arrive là-dedans et que justement lui est plus dans le rejet, il peut y avoir une dynamique fascination-répulsion qui peut être intéressante. Et j'aimais bien ce que tu disais aussi, Thibaut, effectivement sur les chanteuses. Je reviens tout juste d'un concert de métal. Je suis allé à Lyon pour voir Lordi. Je sais pas si vous connaissez Lordi, si vous vous souvenez du groupe qui avait gagné l'Eurovision. Celui qui avait été à l'Eurovision. Bien sûr. Ouais. Voilà, Ouais. c'est la 3e fois que je les vois. Ils ont des costumes de monstres, c'est un full spectacle et tout, avec des scènes où ils tuent des gens sur scène. C'est hyper fun et leurs costumes sont déments. Et ils ont toujours en première partie des groupes qui sont un peu dans le même délire. Donc là, ils ont ramené un groupe qui sont un peu en mode on est tous des aliens, ils ont des dégaines de Predator. Et la chanteuse, justement, avait une combi d'espèces de un peu à la Rita des Power Rangers, mais avec en plus genre elle avait des néons sur les seins et tout. C'était hyper marrant. Et la batteuse, pareil, avec une tenue de malade. Et du coup, ouais, c'était intéressant de voir justement sa dynamique et de voir comment est-ce qu'elle jouait sur comment en fait on intègre justement les chanteuses dans le métal sans que ce soit trop voyeuriste ou trop cliché ou qu'elles aient vraiment une place pertinente, intéressante, riche, quoi. Pour avoir écouté pas mal d'interviews avec des chanteuses, et je pense notamment à Courtney Laplante de Spirit Box, qui disait tout le temps que les gens ils venaient la voir et lui disaient genre bah en fait d'habitude j'écoute pas je sais plus comment elle disait ça, mais du métal à chanteuse en fait. Et elle est en mode, mais moi je fais pas du métal à chanteuse, c'est juste que je suis une femme et je fais du métal en fait. Après c'est un genre que les gens ont créé. Et je pourrais, peut-être que c'est le début d'un arc narratif en l'occurrence de dire que notre héroïne elle serait en mode, moi je suis enfermée dans ce truc là, alors que tout ce que j'ai jamais rêvé de faire c'est juste le métal le plus quelque part si pur qu'il en devient universel qu'on oublie un peu son genre ou son apparence, tu vois. Ouais, carrément, tu vois, des trucs genre, admettons du coup qu'elle soit plutôt jolie, et elle en a marre justement d'être rabaissée à ça, et elle propose au groupe, on fait un nouveau concept où moi je chante derrière un muret, quoi, et on me voit pas, et ils sont genre, bah non, les gens ils vont pas venir, quoi. Fait, bah ouais, mais si les gens ils viennent pas, et que moi je suis pas d'accord, quoi. Oui, ça peut être un bon début. Ok, elle se retrouve donc dans ce monde intérieur, et qu'est-ce qui s'y passe? Ah oui, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui est tout le temps chanté? Est-ce que c'est vraiment une comédie musicale? Bah, j'allais poser la question. Je sais pas, soit c'est organique effectivement et on reste sur le truc, soit c'est sublimé, je sais pas. Je l'imaginais Moi je dis c'est une comédie musicale comme Joker 2, tu vois. Pardon pour le troll. Dans le sens où on fait un truc nul, ou c'est-à-dire non, je pensais dans le côté on veut pas dire que c'est une comédie musicale. Ah ouais. En vrai, c'est une comédie musicale. Ah ouais, okay. Tu sais, quand il disait, c'est pas tellement une comédie musicale, c'est plus un film où de temps en temps il y a des numéros musicaux et t'es en mode genre. Ouais, c'est même plus que ça. Ils avaient dit genre, c'est pas une comédie musicale, c'est qu'en fait, par moment, les personnages, ils peuvent pas s'exprimer par les mots, du coup, ils chantent. Ouais. Yeah. D'accord. Bah peut-être que ça. Alors après, ça part dans un délire vraiment à part, mais franchement, pour l'exercice de pensée qui est le cadre de ce podcast, je trouverais ça plutôt stylé que ça soit une comédie musicale, quoi. Mais ça soit intradiégétique. Ouais, du coup, allons à fond. Ok, donc elle tombe, elle chante, elle tombe sur cette civilisation, elle rencontre ce gars. Comment elle rencontre ce gars? Pourquoi elle rencontre ce... Enfin, vas-y. Elle tombe sur lui et elle tombe amoureuse. Non, pardon, c'est trop cliché. Ça a pas l'air hyper fin quand même, l'histoire qu'on raconte quand même. Donc, je pense qu'on peut y aller quand même. Non, mais effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment justement si l'idée c'est découvert d'un nouveau monde, en fait, mais j'avais raison en fait depuis tout ce temps, genre il faut prendre le métal au sérieux parce que c'est sacré. Et quand elle arrive dans ce monde-là, alors soit il y a des monstres, elle est en danger, elle est sauvée, soit elle arrive, premier bout de civilisation qu'elle voit justement, c'est une procession, peut-être que c'est une procession funéraire ou un mariage ou un truc comme ça, quelque chose en tout cas de très ancré dans les traditions, ou une messe, et c'est une messe noire quoi, et c'est full métal et tout, et elle le voit chanter. Et elle se dit c'est fou, et en fait lui il a pas envie d'être là, lui il veut se barrer en fait, et du coup faire de la pop.
Ouais, c'est ça, il veut faire de la pop, quoi, vraiment. Il veut faire de la Il pop. veut faire de la pop. Il veut être Voilà. connu. Et à la fin, en fait, Il veut être connu, il en a marre d'être avec le monde Ouais. d'en dessous. Et à la fin, ils vont s'entendre, ils vont faire un compromis, puis ensemble, ils vont faire du new metal, tu vois. Enfin, Et ça, je suis trop chaud. et la fin, en fait, ils deviennent Linkin Park. Et en fait, depuis le début, voilà, lui, c'était Mike Shinoda, et elle, c'était la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Incroyable. Par contre, je me disais, le monde intérieur, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'en faire un monde. S'il a eu sa propre musique métal, c'est-à-dire une musique qui a sa propre résonance dans le monde du dessus, pourquoi pas en faire une espèce de monde miroir, c'est-à-dire de jouer peut-être un peu sur ces codes. Pourquoi cette fille, par exemple, quitte son groupe? Peut-être avoir peut-être des questionnements sur la place de la femme, sur la place de la musique aussi dans la culture, sur la place des rapports humains, des rapports de force, des rapports sexistes aussi dans la musique métal. Bah ouais, je pense. Ah ouais, t'as Des raison. violences sexuelles et ainsi de suite, quoi. T'as raison, effectivement, ce qu'on disait sur les dynamiques de départ chez elle, si c'est en miroir, t'as complètement raison, il faut qu'il y ait des échos autour de ça. D'ailleurs, lui aussi, justement, est-ce qu'il a, dans le rejet qu'il a de ce qu'il vit au sein de la musique sacrée chez lui, est-ce que justement ça aussi c'est pas en miroir de son rejet à elle, de son Mais je pense qu'il faut trouver un truc dans ce rejet-là, parce que jusqu'à présent, on peut bien comprendre avec les dynamiques de notre monde, je crois, pourquoi l'héroïne, elle passerait de l'autre côté et qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner. Lui, peut-être un peu moins. Après, sauf si au final, il se retrouve dans cette idée que un truc que je déteste dans n'importe quel genre musical, mais spécifiquement dans le métal, parce que c'est vachement un genre qui est plein de gens comme ça, c'est les étiquettes, c'est très contenancé, tu vois. Et c'est en mode... du coup, peut-être que lui, il pratique un métal qui est ultra pur, qui est ultra bien, mais pour lui, c'est tout le temps la même chose, parce qu'il joue ça de manière ultra fermée. Et qu'en fait, il aurait envie d'explorer d'autres trucs. Elle est à la recherche du son le plus pur, et lui il est à la recherche du son le moins cadré possible. Et au final, il se retrouve sur un espèce de compromis. Enfin, je sais pas. Mais c'est ça. Ce serait peut-être le new metal, effectivement. Non, mais alors je le disais en blague, mais effectivement, vous avez tous les deux complètement raison. C'est cette dynamique croisée qui va faire en fait les atomes crochus d'une relation entre les deux, quoi, parce que chacun va être attiré par ce que l'autre représente et en même temps l'autre essaie de fuir quelque chose en soi que l'autre voit de bien. Et donc ça veut dire effectivement c'est parce que en fait le souci c'est peut-être le mot compromis. C'est pas forcément ça qu'il faut trouver, mais c'est trouver en fait c'est un mauvais mot. Non, ouais, mais c'est moi qui l'ai amené en premier. Mais c'est amener trouver la vérité trouver l'osmose. Ouais, l'osmose et la vérité au sein de soi-même, quoi. Et effectivement, trouver quelque chose de pur, et ce qu'elle cherche, elle, de pur, peut être intégré dans quelque chose qui révolutionne pour lui aussi. Ou alors il trouve pas, et à la fin il split. C'est leur amour qui est le plus pur. Ouais. Qui est l'osmose. Et je me posais la question de savoir si la musique, de son point de vue, enfin en tout cas du point de vue de la fille, parce que je suis en train de penser à deux courants presque de musicaux différents, c'est-à-dire soit le côté Rage Against the Machine, où la musique est importante, mais le texte est aussi important, et et vous parlez toujours de... Je vois pas ce que tu veux dire. Oui, il y en a certains qui se posent la question toujours. Mais pas de politique dans ma machine. Il y en a d'autres où on parle depuis le début, tu sais, de cette musique pure, c'est-à-dire quasiment du côté purement musical, au-delà, presque plus que de la parole, comme si, et je me posais la question de savoir si elle représentait pas d'une certaine manière la musique, et lui représentait pas la parole. Peut-être. Est-ce que le métal, c'est pas quelque chose qui est ouvertement plutôt quelque chose qui vient de soi, qui vient du corps, qui vient de la voix, alors qu'elle serait plutôt quelqu'un qui dit non, c'est la guitare, c'est les instruments, c'est ce moment-là, quoi. Il y a de ça, et je pense que tu peux aller même en restant juste sur la voix, sur les techniques en fait de chant dans le métal, tout ce qui est le gros, ouais, gutturaux. En fait, j'ai beau avoir les paroles, parfois juste tu comprends rien à ce qu'il raconte, quoi, quelle que soit la langue dans laquelle il hurle. J'ai très très longtemps écouté un groupe qui s'appelle Moon Sorrow, qui est un truc de black metal où ils chantent en finlandais. En finnois, ouais. En finnois, des trucs de viking avec de l'accordéon par-dessus les guitares et de toute façon, la Finlande, c'est une terre du métal. Hein. Ouais, complètement, bien sûr. Je pense que c'est là-bas qu'elle va trouver les Suédois. Clairement, donc le gars, il parlerait qu'en guttural, quoi. Ah, ça serait trop drôle. Et du coup, il y a que elle qui peut les comprendre. Il faudra des sous-titres. Il y a qu'elle qui le comprend parce que
Ouais. Incroyable. Avec Ouais. et Et ce qui, adore en faire plus, des ce trucs serait en fou, ça mandarin. justifierait complètement le côté comédie musicale. Le gars Oui. ne passe Ouais. son temps qu'à chanter en guttural. Et moi, du coup, là, j'imagine là, Bah, pourquoi pas. si elle ne le comprenait pas, j'imaginais trop la scène. Vous voyez la scène dans le 13e guerrier où, au fur et à mesure du voyage, Ouais. le personnage commence à comprendre la langue. Mhm. Genre ça, pareil, tu vois, genre avec du coup, le growl et tout qui au fur et à mesure devient des mots. Et après, elle Ouais. après qui commence à réussir à grôler comme eux et tout. Bref, mais c'est hors sujet. Mais ouais, non, carrément, enfin, je pense qu'effectivement, avec Bah, pas tellement, parce que j'imagine qu'ils seront pas ravis d'avoir une inconnue chez eux, quoi, potentiellement. peut-être, est-ce qu'ils Ils vont lui faire passer un test, et là, elle va se débattre, elle va crier, et ils vont faire oh, tu parles notre elle se langue. fait le cri ancestral. De cris sacrés, tu Ma parles. mère était, je sais plus c'est quoi la réplique. Mon père était l'empereur Palpatine. Pardon. Waouh, non, il faut arrêter là. Laissez-moi tranquille, je me fais bully depuis tout. Les gens s'en foutent. C'est hein, toi, mais voilà, je me fais bully depuis ce matin là. c'est toi, hein, tout à l'heure. Tu qui parlais de t'auto-bullies ça. en permanence, hein, d'ailleurs. Hein. C'est toi, Ouais, c'est vrai. c'est toi tout à l'heure C'est qui a vrai. reparlé de Star Wars et moi j'ai repensé du fils de Jabba le Hutt musclé par ta faute. Je suis désolé. Pour citer Anakin, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Donc notre histoire serait une histoire un peu parodique, un peu fun, un peu Ben, musicale. Oui. C'est bien, j'ai dit qu'il fallait traiter ça de Mais manière alors c'est ça. positive. Mais c'est ça. Et du coup, non mais c'est ça. En fait, je pense pas que ce soit parodique. Je pense que on peut vraiment le traiter premier degré parce que le personnage est tellement premier degré aussi que certes ça peut être vu un peu de manière ridicule, mais je pense qu'on est quand même assez sérieux dans ce truc-là, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment fun si c'est traité au premier degré et donc de manière pulp. Ouais. Un peu à la. Mais comment, Oui. Vas-y. comment pas le rendre ridicule par contre? Ben alors voilà, comment ne pas. Comment bien le ridicule, vendre? ouais. C'est ça le truc. Convaincu. Je suis pas convaincu moi pour l'instant. Ouais. Hum. T'allais dire un truc, Renaud. Non, je vois ce que tu veux dire. Comment ne pas le rendre ridicule? Je trouve ça difficile comment dire, à indiquer au moment du pitch. Parce que pour moi, ça passe par la manière de traiter ça dans l'écriture même et dans les visuels. En fait, je pensais pendant qu'on en parlait beaucoup, là, je pensais pour le coup, pas du cinéma, mais de la BD, un artiste que je pense que tous les deux vous aimez aussi beaucoup. En tout cas, Thibaut, je suis à peu près sûr que tu l'aimes bien. Daniel Warren Johnson, qui est un auteur-dessinateur formidable, qui a notamment écrit... qui a fait un truc sur le métal. Voilà, qui a écrit une BD sur le métal que je trouve mortelle, Murder Falcon, c'est ça qu'elle s'appelle. Et même son truc sur le catch et son Wonder Woman Dead Earth ont cette énergie-là. Très métal. Ouais, complètement. Et même le truc sur le personnage de Thor, là, je sais plus comment il s'appelle... Beta Ray Bill. Ouais, merci, Beta Ray Bill. Qui full metal, Star Wars, opéra, hyper vénère dans l'espace et tout. Et il y a ce côté-là, tu vois, c'est effectivement, en fait, c'est Spinal Tap. On met les potards à 11 et c'est uniquement en mettant les potards à 11 et en assumant ce qu'on fait que peut-être les gens vont trouver ça ridicule. Mais c'est cool de se prendre au sérieux sur quelque chose d'aussi ridicule. Ce qu'il faut faire, c'est inviter des groupes qui font des putains de morceaux qui vont tabasser. Et en fait, les gens vont écouter et vont faire. Tu vois, c'est un peu comme genre Baby Metal. C'est méga ridicule, mais genre tout le monde bouge la tête au bout d'un moment ou un autre. Parce que les morceaux sont mortels. Il faut trouver ça. Non, mais carrément, t'as complètement raison par rapport t'as complètement raison par rapport à la musique, limite, genre. Alors, je vais dans le monde parallèle où on va jusqu'à la création du film et limite il y a peut-être un moment, tu vois, genre il y a des métalleux en fait qui le film, imaginons on va dans un monde parallèle, le film est un four gigantesque, mais avec le temps la BO devient culte au point où à un moment les métalleux continuent d'écouter la BO sans savoir que ça vient d'un film. Je prends cet exemple-là, je pense à New York. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui connaissent la chanson via la reprise de Sinatra que le film de Scorsese pour laquelle la chanson a été écrite. Et le film a été un four gigantesque. Bien vu. Et c'est une de mes chansons préférées. Donc, enfin, la version de Liza Minnelli dans le film. Il y a un truc qui a été fait un peu dans cet esprit-là et qui prouve que ça peut marcher, peut-être. C'est dans le jeu vidéo Guardians of the Galaxy. Star-Lord, c'est un groupe de métal. Quoi ? Et genre, ils ont fait un faux album
En fait, Star-Lord, il s'appelle Star-Lord parce qu'il était fan d'un groupe de métal qui s'appelle Star-Lord. Et en fait, du coup, il y a un album diégétique qui ils ont fini par sortir. Et en fait, du coup, bah, toutes les références de Star-Lord viennent de cet album cultissime de ce groupe qui a fait un seul album ou je sais plus. Et en fait, c'est hyper bien développé dans le lore. Et en fait, au départ, je jouais au jeu et je trouvais que les morceaux ils étaient rigolos, tu vois. Et après, je me suis un peu surpris à écouter les morceaux un peu en dehors enfin très longtemps après avoir fini le jeu. Et c'est pas mal. Enfin, c'est très, du coup, c'est très power metal et tout, mais je trouve que c'est vachement rigolo, quoi. Et l'esthétique, pour le coup, elle est suffisamment maîtrisée pour que les designs des trucs, parce que c'est un groupe de métal qui est bien évidemment influencé par des trucs de space opéra qui font penser à Guardian of the Galaxy, donc tout se rejoint. Mais ça pourrait être un peu un truc comme ça. Elle vient d'un groupe qui fait penser à un groupe bien précis, et par ailleurs on peut aussi avoir un monde du dessous qui peut avoir une esthétique métal qui va un peu plus loin que juste des églises à l'envers ou que sais-je, quoi. Il pourrait avoir un truc un peu plus travaillé. Je suis désolé de rebondir sur un truc que tu as dit pour dire une bêtise, mais moi, si on me donnait du coup genre à refaire le personnage de Star-Lord, parfois c'est là que j'ai mes meilleures idées. Ouais. si je pouvais genre refaire Star-Lord comme tu viens de dire, moi, comme ref, je lui donnerais pas un gros de métal, je lui donnerais pas les morceaux comme James Gunn. Je dirais qu'il est parti dans l'espace avec uniquement les CD, des sketchs des 2 minutes du peuple, et toutes ses refs, c'est du François Pérusse. Et je trouverais ça formidable. Voilà. C'est le Star-Lord québécois. Le Star-Lord québécois, ouais, exactement. Le Star-Lord québécois. Ouais. Exactement. Voilà, pardon pour cette digression, mais ça me fait beaucoup trop rire de l'imaginer. Notre héroïne pourrait avoir une ref comme ça pourrie, hein. Ouais. Pour être super fan d'un truc que les autres ne comprennent pas du tout. Genre Olivier Rodrigo, quoi. Ça peut pas s'empêcher de chanter Olivier Rodrigo. Vampire de... David, à chaque podcast, il lâche. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Je n'écoutais pas Olivier Rodrigo et j'ai écouté ensuite cet album, et il y a un morceau, je sais plus comment il s'appelle, mais où elle dit Yes, I know that is my extend. Ouais. Et en fait, ce morceau-là, c'est un morceau qui a une structure complètement métal. Il y a même un breakdown à un moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a juste un... Et du coup, je suis en mode genre, il y a aucun putain de groupe de métal qui sont encore positionnés sur une reprise. S'il vous plaît, faites-le, parce que c'est vraiment genre... incroyable. Et du coup, à cause de ce morceau, j'ai commencé à écouter, et maintenant je l'aime d'amour. Et puis David, en plus, me la passe 50 fois à chaque podcast, donc je suis un peu obligé de l'aimer, hein, sinon moi, je l'ai vu en concert. Hein, je l'ai découverte dans la série. Peut-être elle peut jouer notre chanteuse. Bah, c'est ça, Olivia Rodrigo, elle joue c'est parfait. Franchement, ça marcherait de fou. Ouais. Mm-hmm. En plus, elle joue très bien. Je l'avais découverte dans High School the Musical, the Series. La série documentaire de Disney+. Et puis après, quand j'ai vu qu'elle sortait un single et tout, genre putain, mais avec tout le drama autour de son co-star de la série et tout, c'était marrant. Bref, donc oui, allez, Olivia Rodrigo joue dans le film. As de lead. Et qui est le barbu troglodyte Déandère? Moi, je propose le mec d'Instagram qui a pas l'air réel, là, le type qui est trop musclé. Vous voyez de qui je parle ou pas? Non, ah merde, putain. Je vais essayer de trouver une image pour vous l'envoyer, mais c'est pas grave. Ignorez-moi un C'est trop instant. un Gen Z, en fait. Non, c'est pas une rêve de Gen Z, je vous jure. Continuez à te parler pendant que je cherche. Yes. Mais n'empêche, je suis en train de me dire, en vérité, notre histoire, elle est full Tenacious D, c'est-à-dire que c'est difficile. Je me pose la question de savoir comment on peut la rendre un peu plus bec, et j'ai du mal à ça, quoi. Et le pire, c'est que je déteste Tenacious D. Non, mais dans le côté... Je trouve ça insupportable. J'ai une dent contre Jack Black depuis qu'il est apparu dans The Mandalorian. On reparle encore de Star Wars, mais non, mais en vrai, j'ai jamais trop aimé ce mec, et en fait, je trouve que justement, moi, j'ai du mal avec Tenacious D parce que j'arrive pas à savoir où ça commence le côté on se fout de la gueule du genre et on l'aime vraiment quand même un peu, tu vois. Je trouve que la frontière est floue. Ouais, j'aimerais pas que notre frontière soit floue. Ouais, je suis pas d'accord. Mais par contre, je suis d'accord sur je suis pas plus qu'Alexa. Hein. Je suis d'accord sur le fait que notre frontière ne doit pas être floue. Je suis pas d'accord sur ce que tu dis sur Tenacious D, mais ça, on s'en fout. C'est Jack Black, le mec barbu. La romance non. horrible. L'écart d'âge est non-sensique. Non, c'est la tête de Jack Black sur le corps de Chris Evans à la Captain America First Avenger. Mon Dieu, l'enfer. Revenons à des choses sérieuses, s'il vous plaît. Pour l'univers visuel, c'est parce que je pense à un jeu de rôle qui s'appelle Morkborg, qui est un jeu de rôle suédois, qui a une esthétique à mort aussi... rock et je pense beaucoup à ça sur l'univers intérieur, mais c'est vrai que j'ai l'impression que on est vraiment dans le
dans presque le côté vraiment hyper caricatural. Et après tout, pourquoi pas? Mais je sais que c'est pas. Mais en même temps, comme disait Renaud, c'est quand même méga caricatural. Enfin, en fait, c'est toujours à la ligne. Mais c'est une ligne qui est super dure à tenir. Et c'est pour ça que je disais ça, blague à part, sur Tenacious D, tu vois. C'est que, en fait, moi, il y a des trucs, j'ai du mal, alors que je sais que, genre, par exemple, je suis fan de fucking nu metal parce que j'ai grandi dans les années 2000 et que genre Limp Bizkit pour moi c'est un truc incroyablement métal alors qu'en fait l'esthétique elle a aucun sens, tu vois, ça n'a vraiment pas de sens. Et pareil en ce moment dans le metalcore t'as vraiment des mecs qui se prennent à mort au sérieux mais où tous les codes c'est des trucs à la fin des années 2000 club à la Matrix avec des mecs qui tu vois sont méga maquillés, des tenues en latex et tout, et en fait c'est un cycle infini en fait le métal qui est assez génial, c'est-à-dire que t'as même des t-shirts des fois de groupes que j'adore mais je comprends pas, ils ont cette police complètement dégueulasse et illisible des années 2000, tu vois, et je suis en mode mais je veux juste un t-shirt qui dit le nom du groupe que j'aime bien, est-ce que c'est possible? Et en fait tu peux pas parce que c'est toujours des trucs bleu fluo etc, mais c'est parce que ça revient à la mode quoi. Et exact. Voilà, ouais, bah le tien ça va, il est assez classique. Ah ouais, mais au-delà des couleurs, Renaud. Bah il y en a des pires, Par contre j'aime bien, ça fait comme un vinyle. Oui, ça fait comme un vinyle. Ouais, puis il y a un truc derrière aussi. C'est un format carré. Ouais. Ah ouais, non mais c'est bon, nice. C'est l'ordi, hein, c'est ça. Mais non, mais je suis complètement d'accord. Effectivement, il y a quelque chose de. Et je repense à une vidéo d'entretien croisé entre Steven Wilson de Porcupine Tree et Michael Ackerfeld de Opeth. Et en fait, du coup, le chanteur de Opeth, qui est donc qui a un groupe de métal progressif, ouais, c'est très très bien. En fait, ils discutent ensemble parce qu'ils ont plein de projets ensemble, ils ont fait pas mal d'albums ensemble, de trucs très très cool. Si ça vous intéresse, écoutez Storm Corrosion, c'est complètement démentiel. Et en fait, il disait que pour un magazine de métal, il lui avait demandé de poser pour la couverture avec une épée en ayant l'air menaçant. Il était en genre mais enfin, je suis pas capable de faire ça, moi. Enfin, je fais ma musique, effectivement, elle est vénère, mais genre, mais c'est, enfin, c'est pas mon esthétique quoi, la grosse épée et en fait après du coup il parlait du fait qu'il trouve toutes les pochettes d'albums de métal assez ridicules quoi, effectivement qui vont vraiment très très loin. Bah c'est ce genre là qui est incroyable. Un groupe que j'adore qui s'appelle Architects, genre il y a quelques années c'était ultra vénère et en fait ils avaient un espèce de A hyper stylisé et je sais plus, un jour j'avais vu un mème, je crois que c'était à une époque où ils étaient passés au Hellfest et les mecs étaient tous limite en costard et du coup c'était en mode genre le mème c'était cela a pris 20 ans mais enfin les mecs d'Architects ressemblent à des vrais architectes et du coup j'étais en mode genre oui effectivement, enfin tu vois, où c'est comme les mecs de Slipknot avec les masques, ils avaient hyper peur. Et en fait, à la fin des années 2000, c'était toujours les masques, mais beaucoup plus raffinés. Et c'était les Converse rouges et le slim noir, tu vois. Et d'un coup, t'étais en bas. Alors qu'avant, ils avaient des espèces de combinaisons de prisonniers avec des codes barres dessus, tu vois. L'esthétique, même juste le S en fait de Slipknot, tu vois, c'est genre vraiment, c'est le parfait exemple de à quel point l'esthétique est à la fois géniale et ridiculement géniale. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais en fait, je pense que c'est là qu'il y a le cœur de notre histoire, parce qu'au final, effectivement, toute cette question, ça va être d'interroger c'est quoi l'essence de cet art qui nous parle. Et en fait, au-delà de réfléchir de c'est quoi l'essence du métal, ça va être en gros pour elle et pour lui, qui je suis en fait. Qu'est-ce que ça veut dire si moi qui ai défini toute ma vie par rapport au métal et moi qui essaie de m'en émanciper de cette culture traditionnelle de ma culture familiale autour du métal, qu'est-ce que ça veut dire qui je suis en dehors de ça et qui je suis par rapport à ça. Et leur réponse personnelle en fait va être le métal c'est ça pour moi et peu importe ce que c'est pour les autres quoi. Pour revenir encore une fois à Star Wars, tu vois, genre c'est un peu ça, genre c'est moi maintenant ce que Star Wars représente pour moi, je sais que c'est pas du tout ce que ça représente pour d'autres personnes et puis tant pis pour eux, tu vois, genre littéralement aujourd'hui j'ai fait un tweet, un boost, pardon, pour parler vite fait de Ryan Johnson, et quelqu'un m'a répondu. En fait, je ne réponds pas parce que j'ai décidé il y a plusieurs années que dès que quelqu'un me parle de The Last Jedi, je n'engage pas la conversation parce que j'en ai pas envie. Je ne veux pas exister dans un univers où les gens pensent autre chose que moi sur ce film parce que ça ne m'intéresse pas. Donc je pense qu'il y a un vrai truc dans tout ce que tu dis là sur effectivement, comme le métal est souvent questionné sur son identité, c'est un sujet qui peut amener à un questionnement personnel qui permettra de développer bien nos personnages sur une telle histoire. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Moi c'est vrai, parce que c'était la question que je me posais, savoir comment rendre la chose sérieuse et comment la rendre presque moins caricaturale. C'est-à-dire, effectivement, peut-être simplement questionner la caricature et se demander où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Et en quoi est-ce qu'elle nous définit, ou en quoi, au final, elle est aussi une restriction. C'est-à-dire que les codes du métal
Le problème, c'est que ça devient presque un costume, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. C'est un costume derrière lequel tu te caches, derrière lequel tu t'identifies, Et ça devient aussi une porte fermée, quoi, par rapport aux autres, quoi. Mm-hmm. Complètement. Ne serait-ce que l'idée même d'un nom de scène, ça va jusqu'au nom des artistes, où il y en a justement qui sont non seulement dans des costumes, mais aussi des pseudonymes. Je pense à Ghost, où on n'est pas censé connaître l'identité des musiciens, des ghouls, ni non plus de celle du chanteur. Ouais. Maintenant, on connaît son vrai nom, mais tout ça juste parce qu'il y a eu un procès en fait à un moment et que ça s'est su et tout. Mais sinon, on n'était pas censé savoir qui sont derrière les masques. Mm-hmm. Ok, donc on a quand même une histoire, on a quand même un pitch, on a quand même une intention. Quel serait l'argument masse qui nous permettrait de vendre ce projet à un producteur? C'est-à-dire, on l'articulerait autour de quoi? En fait, on a Olivia Rodrigo. Pardon. Ok, ouais, c'est vrai, on peut pas lutter, quoi. Ah oui, c'est ça, effectivement. Je pense que tu viens avec un package comme ça. Et en plus, Jack Black sur le corps de Chris Evans. Qui chante comme dans Bowser dans Super Mario, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est certainement dur à vendre. Certainement dur à vendre, ce côté très sérieux. Mais pourquoi pas? C'est un film, une comédie musicale sur le métal avec des acteurs super connus et une collaboration de groupes de zinzin. Et voilà, quoi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film sur le métal. Les gens ont l'air assez friands des comédies musicales, mine de rien, tu vois, quand même. Là on surfe sur Wicked. Voilà, c'était chiant, hein. Franchement, c'était long, hein, Wicked. Hein. C'était dur. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup le musical de base. Moi aussi, donc c'est juste 2h30 en deux parties là, c'était rude. C'est la durée du musical de base. Ouais. Mais du coup, j'avoue que c'est déjà pas mal comme argument. Plus ceux qu'on a précédemment cités. On va donc s'arrêter là. On a notre comédie musicale de métal. Franchement, c'est trop quoi. On a fait quoi jusqu'à présent? On a fait une comédie musicale de métal. On a fait la mythologie steampunk. Enfin, pas steampunk. Oui, c'est cyberpunk, pardon. Et on a fait une histoire sur la piraterie Internet. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas mal. On a plein d'idées. Pirater son propre film pour retrouver les images, c'était ça. Ouais, c'était déjà une romance, non? Il fallait reconquérir l'actrice originale, je sais plus quoi. Oui, c'était ça. Là, c'était plus dans le fond. C'était quoi les 3 mots, tu te souviens? C'est à cause de Renault, c'était pas à cause du papier. Pourquoi on était... Non, c'est marrant, effectivement. Pourquoi on était allé dans la romance? Enfin bref, pourquoi pas. On n'a pas trop détaillé la romance, cela dit, aujourd'hui. Non, parce que c'est marrant parce qu'elle allait de soi. C'est-à-dire que c'était juste 2 personnes. D'ailleurs, je me suis dit, on a dit tout de suite un il, c'est-à-dire qu'on l'a totalement hétéronormé. Pourquoi, tu vois? Parce que justement, on jouait pour la dynamique en miroir, pour le coup, qu'il soit lui, tu vois, le cliché ultime physiquement du métalleux et que elle soit dans les injonctions adoptées aux chanteuses permet ces dynamiques. Après, effectivement, elle pourrait aussi rencontrer une femme en dessous et qu'elle soit soumise à des dictates complètement inverses, et ça peut être intéressant aussi. Mais ouais, on peut tout faire péter au dernier moment. Parce qu'on est ouf. Qu'est-ce qu'il y a? C'est métal, ça. Et sur ces moments, on va vous laisser pour cet épisode. Et on se dit à une prochaine. Allez, ciao! Ciao!